Je vais commencer donc par Philippe. Philippe Jeannot. En fait, une petite présentation, Philippe, parce que votre parcours est assez impressionnant. Vous êtes ingénieur agro, docteur en économie et enseignement-chercheur à l'économie rurale de VetAgroSup. Vous intervenez dans différentes universités étrangères, et en particulier américaines. Et puis, vous avez copiloté avec Madame Latruffe de l'INRAE un projet d'études financé par l'ANR, l'Association nationale de recherche, dénommé Farm Value, sur la valorisation d'une entreprise agricole. C'est un programme qui avait pour objectif de croiser l'économie et la sociologie, ce qui est un peu particulier. Et ce travail s'est fait entre 2017 et 2021. Comment avez-vous, c'est une première question, comment avez-vous travaillé et quel a été votre périmètre d'études sur ce projet Farm Value? Vous avez un micro. C'est bon. C'est bon. Merci. Bonjour tout le monde. Il y a de la concurrence là, hein, ça va être difficile. Donc oui, on a travaillé dans ce projet Farm Value avec des collègues sociologues et économistes. L'idée, c'était au départ vraiment de se poser la question de la valeur vue par différentes disciplines, la valeur de l'entreprise. Et donc, l'idée, ça a été de développer un travail à la fois de terrain et puis sur des bases de données et sur des travaux académiques, enfin, la littérature académique. Et en fait, assez vite, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment, si on voulait saisir ces valeurs, travailler au moment de la transmission, en fait, parce que c'est là d'abord, on récupère de l'information pour discuter les valeurs des entreprises au moment de leur session. Voilà. Et le périmètre, c'est un périmètre franco-français. Il n'y avait pas d'études européennes ou de comparaison de valeurs avec d'autres pays. On s'est focalisé sur la dimension nationale, essentiellement, dans ce projet. Oui. D'accord. Et elle couvrait tous les types d'exploitation agricole, que ce soit dans les productions animales, les productions végétales, les productions spécialisées. Il n'y avait pas de spécificité. Non, toute production. On a travaillé quand même sur des terrains un peu particuliers, ce qui fait que du coup, on a beaucoup travaillé sur l'élevage, puisqu'on avait des terrains particuliers sur la Bretagne, sur le Massif central, en Franche-Comté, un petit peu sur Toulouse. Bon, là, c'était avec les Toulouse. Oui, on n'arrête pas de parler de Toulouse. Voilà, oui. Voilà, donc... Et alors, quelles sont les principales conclusions de votre étude académique? Puisque c'est quand même un travail de recherche avec l'INRAE, donc ça suppose, même si vous dites que vous avez travaillé sur le terrain, des réflexions plutôt académiques. Oui, enfin, disons que nous, notre travail, moi je pense que les chercheurs, notre travail, c'est de décrypter les mécanismes cachés, ce qu'on ne voit pas, et de essayer de dépasser les illusions d'optique. Globalement, aujourd'hui, si vous discutez avec les gens, ils vont vous dire les fermes, c'est très 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 cher. Allez, on entend, ça vaut 1 million d'euros, ça gagne rien, et on travaille tout le temps. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas la vérité, mais il y a aussi des gens qui peuvent s'installer sans que ça coûte si cher que ça, qui ne travaillent pas 80 heures par semaine. Voilà. Et qui gagnent très bien leur vie. J'en vois tous les jours. Mais le message ambiant, vous savez bien, c'est que c'est la noirceur et tout va mal, tout le temps. Donc après, la difficulté, c'est de vouloir attirer des jeunes quand vous avez noirci le tableau à ce point, attirer des gens dans le secteur, c'est difficile. Voilà, donc il ne faut pas que je m'écarte, mais je vais vous donner juste nous, ce qu'on a fait. Donc on est allé chercher, par exemple, de la donnée en DDT, dans les directions départementales. On a travaillé en particulier sur 3 DDT. Alors, il y en a une sur laquelle on a décrypté toutes les demandes d'installation aidées pour obtenir la DJA. Voilà, donc, on a fait un travail sur 1500 exploitations entre 2014 et 2022. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que globalement, le coût de l'installation, alors on prend le coût de la reprise, et le montant investi dans les 4 ans qui suivent l'installation, puisque c'est ce qu'on trouve dans les dossiers, globalement, c'est 300 000 euros. C'est 80 000 euros, 82 000 euros à peu près à la reprise. Et ensuite, c'est le reste, c'est à peu près, on va dire, 220 000 euros d'investissement.
Voilà, et ça démarre en gros, enfin, sans parler du minimum et du maximum, mais si on prend les 25% les moins chers, on est à peu près à 120 000 euros. Et puis les 25% les plus chers, on est à 400 000, 450 000. Vous voyez? Donc, voilà. Mais ça, c'est vrai en agriculture, c'est très hétérogène. Il y a beaucoup de diversité. Il y a de la diversité dans les revenus, il y a de la diversité dans les patrimoines, il y a de la diversité, enfin de l'hétérogénéité, je devrais dire exactement, dans les montants à l'installation. Alors après, on a fait aussi ce travail-là à l'échelle nationale. Alors à l'échelle nationale, même si le Puy-de-Dôme est un département qui est assez représentatif, en réalité, à l'échelle nationale, les montants sont un peu plus élevés. Mais globalement, si vous voulez, on est au lieu d'être à 82 000 euros de reprise, on est à 130 000 euros. Il y a des écarts, hein, mais c'est pas on n'est pas en train de quadrupler les montants à l'installation. Mais vous parlez beaucoup de chiffres, M. Janot, mais votre étude, c'était de croiser les valeurs économiques, vous en avez parlé, et sociologiques. Mais en plus, j'imagine qu'il y a aussi des valeurs agronomiques, zootechniques, des valeurs contractuelles liées au contrat de commercialisation des produits. Comment vous avez intégré tous ces autres éléments de valeur immatérielle d'une exploitation agricole? Oui, alors, M. Favoreux, il va peut-être y revenir. Il a travaillé là-dessus aussi. Nous, ce qu'on a surtout, enfin, l'apport des sociologues, c'est vraiment de montrer que quand on transmet des actifs, on n'est pas simplement dans une transaction individuelle où on ne fait juste que transmettre des actifs d'un bilan. On est aussi, on transmet des valeurs, on transmet une position dans un environnement, dans une filière, on transmet aussi des contrats, des engagements en réalité. Et donc, on transmet aussi des qualités, vous l'avez dit, des qualités agronomiques des terres qui sont variables, etc. Le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, quand vous étiez dans la transmission père-fils, globalement, le fils, il connaissait. Il n'y avait pas d'asymétrie d'information. En gros, il connaissait l'appareil de production, il connaissait l'outil qu'il allait reprendre. Le père transmettait quelque chose à un fils dont il connaissait les valeurs. Et qu'il a, d'ailleurs, ce que montrent bien les sociologues aussi, c'est le fils désigné. Ouais. Hein, dans beaucoup de cas. Ou la fille, peut-être. Ou la fille. Alors, je dis le fils parce que quand même 78 à 80%, 78% en tout cas sur la programmation PAC 2014-2022, globalement, c'est encore 78% de garçons qui s'installent. Hein, donc, c'est pour ça que je dis le fils. Et donc, si vous voulez, il y avait pas cette asymétrie d'information qu'on trouve maintenant. C'est-à-dire maintenant, vous avez accumulé toute votre carrière pour différentes raisons, on pourra y revenir, un patrimoine qui vaut beaucoup d'argent, généralement. Et en face de vous, vous avez des gens qui viennent chercher un patrimoine. Et ce patrimoine, enfin, ils viennent chercher des actifs. Ils ne viennent pas forcément chercher un patrimoine. Ils ne viennent pas chercher des contrats. Ils viennent chercher les quelques actifs qui ont de l'intérêt pour leur projet. Donc, si vous voulez, sur la sémantique, c'est très intéressant. Avant, il y avait le cédant, le repreneur, ou le cédant, le cessionnaire, voilà, peu importe. Et puis maintenant, on a des porteurs de projet. C'est-à-dire, porteur de projet, il a son projet, il n'a pas le projet du cédant. Et donc, si vous voulez, maintenant, il y a une forme d'asymétrie d'information entre le cédant, le repreneur, et le repreneur et le cédant. Le repreneur, il ne sait pas ce qu'il va acheter. Il n'a aucune connaissance. Donc, comment on qualifie la fertilité, comment on la mesure d'un sol, etc. Je prends cet exemple-là, mais il y en a. Donc, on est dans une forme de ce qu'on appelle un désalignement entre ce que j'ai constitué et ce que je définis avec de la valeur, et en face, des gens qui veulent autre chose, qui cherchent autre chose. Alors, pas dans tous les cas, parce que la grande majorité, c'est encore de l'installation, entre guillemets, dans la continuité du système de production qui est en place. Mais cette analyse, en fait, à qui était-elle destinée? Est-ce qu'elle est destinée à qui l'utilise? Ce sont les pouvoirs publics, les syndicats, les instituts de recherche, les acteurs opérationnels qui font de la mise en projet et de l'installation? Qui utilise cette étude? En réalité, pas grand monde. Je vais vous dire clairement.
on fait des publications, c'est publié dans des revues internationales en anglais. Voilà. Après, que deviennent nos travaux de manière concrète? En réalité, pas grand-chose. Très franchement, la première destination, c'est l'enseignement. Nous, on diffuse nos travaux vers nos enseignants, nos ingénieurs agro-conformes. Mais on a beaucoup de mal à transformer, entre guillemets, l'essai. Alors après, voilà, on est invité comme ça, de temps en temps, dans des conférences. C'est l'objectif. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, après, voilà, et quelles sont les conséquences, quels sont les apports et quelle transformation il y a? Je ne sais pas trop, je vais juste prendre un exemple. On a évalué l'impact de la DGA sur les taux de maintien à 6 ans, 7 ans. Et donc l'objectif, c'est de dire, nous, on fait de l'évaluation de politique publique, on dit, voilà, il y a des capitaux, enfin des montants qui sont donnés par l'État pour accompagner l'installation. Donc, en gros, il y a 5 000 personnes qui bénéficient de cette DGA tous les ans. Il faudrait installer 20 000 personnes. Vous voyez, il y en a 5 000 qui reçoivent les aides. Après, il y en a 5 000 qui ont moins de 40 ans qui reçoivent pas les aides pour différentes raisons. Et puis, il y a des plus de 40 ans, hors transfert entre époux, qui sont encore à peu près 4 000. Donc, on arrive à 14 000 et il faudrait en mettre 20 000 si vous voulez renouveler les générations. Donc, déjà, là, ça ne marche pas. Mais nous, ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, la DGA a l'effet propre. Hein. Toute chose égale d'ailleurs. On essaie de tout contrôler. La DGA a un effet positif, significatif sur les taux de maintien. Donc ça, c'est indéniable. Ce n'est pas le montant de la DGA qui compte. On a testé, on a fait plein de tests de robustesse, de tests de mesure de la sensibilité. Non, c'est en réalité, c'est le dispositif qui est en place, qui sélectionne, qui trie, qui forme, qui accompagne dans la définition d'un projet rentable, vivable. Et c'est ça qui fait qu'au bout du compte, les gens, ils sont là à 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et quand je dis ils sont là, c'est à 7 ans, on a fait un test sur les gens installés en 2015, 7 ans après, 95% avec les DGA sont là. Les moins de 40 ans sans DGA, il y en a plus de 85%. Les plus de 40 ans hors transfert entre époux, il y en a plus que 75%. Et donc, si vous voulez, et on pourrait comparer, à côté de ça, les commerçants, eux, ils sont à 50% à 6 ans. Hein. Donc, le secteur agricole, c'est un secteur où on arrive à des taux de maintien, et la DGA joue un rôle important. Et je pense qu'elle joue aussi un rôle important dans le sens où il y a des effets de débordement sur ceux qui s'installent à moins de 40 ans sans les aides. Parce que globalement, le banquier, qu'il ait un DGA ou un non-DGA, globalement, il amène la même approche, par exemple. Mais en fait, en ce moment, on parle beaucoup de ces problèmes de succession d'entreprises et ça fait alimenter beaucoup de débats, dont une loi qui a donc été votée. Peut-être que ce serait utile d'en savoir davantage sur votre étude. Alors, où peut-on se la procurer? Alors, avant de vous dire où on peut se la procurer, je vais quand même juste rebondir sur une chose qui, pour moi, qui est un enjeu. On en discutait avant de préparer l'intervention. Si vous prenez le recensement 2020, il y a eu, en gros, on a dit il y a 390 000 exploitations métropolitaines. OK, on a perdu 100 000 en 10 ans. Il faut savoir que 178 000 exploitations, les plus grandes, c'est-à-dire celles qui ont plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, pour faire vivre, de chiffre d'affaires et d'aide PAC, globalement, ce qu'on appelle la production brute standard. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est plus de 100 000 euros. Elles sont capables de produire 90% de la production nationale. Elles occupent 3/4 de la SAU et c'est 46% des exploitations de 2000. Ça veut dire que, je vais être un peu provocateur, vous pouvez perdre dans les 10 ans qui viennent 100 000 exploitations, vous ne changez pas la production. Vous ne changez pas la production nationale française. C'est ça que ça veut dire. Donc, si vous voulez, pour moi, la question du renouvellement des générations, on peut faire une loi d'orientation. La loi d'orientation, pour moi, qui sort là, j'ai regardé, elle ne va rien sauver du tout. Rien, mais strictement rien. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle dérégule. Elle dérégule pourquoi ? Pour faire des gains, continuer à faire des gains de productivité du travail,
c'est-à-dire produire toujours plus avec moins de travailleurs, donc avec plus de machines, plus de pesticides, plus d'intrants. C'est ça la réalité. Et dans ce contexte-là, pas besoin d'installer. Il n'y a pas besoin d'installer, très franchement. Et nous, on a regardé, et il y a Geneviève Nguyen qui est là dans l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi, par exemple, en grande culture, si vous prenez ce qui s'est passé entre 2010 et 2020, on doit avoir un recul de 3% des fermes en grande culture. En réalité, dans le même temps, vous avez un très fort recul des fermes en élevage. Eh bien, il y a des gens qui arrêtent l'élevage quand c'est possible, ils deviennent céréaliculteurs. Et ceux qui sont aux céréales, à la limite, ils n'ont pas d'astreinte, entre guillemets, hein, et ils peuvent ne plus céder leur structure. Et ils font de la délégation. Et on a une collègue ici qui est spécialiste de ces questions-là. Et du coup, si vous voulez, pour moi, la logique dans laquelle on s'embarque, là, ne va rien régler. Enfin, en tout cas, la loi ne va rien régler. Mais on peut quand même se procurer cette étude pour la lire. Oui. Alors, c'est vrai. Et pour s'en inspirer. On l'a très mal valorisé. On n'est pas bon en com. Non, justement. Mais c'est pour ça qu'il y a le SIA Pro et que vous pouvez prendre la parole dans un salon professionnel. En tout cas, merci. Merci, en tout cas. Sandrine Collet. Sandrine Collet, en fait, est expert comptable, associée dans un cabinet Altoneo, mais au-delà de cela, en Mayenne, dans un pays que je connais quand même un petit peu, et co-gérante de Agir Agri, qui est un réseau d'experts comptables. Elle est également présidente de la section agricole de l'ordre régional. Donc, elle connaît un peu l'agriculture, parce que ce cabinet Altoneo s'est spécialisé dans l'agriculture et la viticulture, et en particulier sur du conseil global. Alors en plus, comme elle est issue du monde agricole et que ses parents, et qu'elle a toujours de la famille dans l'agriculture, elle sait de quoi elle parle. Agir Agri, donc, à la base, c'est un réseau de cabinets d'expertise comptable. Pouvez-vous nous expliquer en quoi, pour un cabinet d'expertise comptable, vous faites du conseil global auprès des entreprises agricoles dans le cadre des projets de valorisation et de cession? Écoutez, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis expert comptable spécialisé en agricole dans un cabinet indépendant, membre du groupement réseau Agir Agri, où on a cette approche, effectivement, d'avoir l'accompagnement et d'accompagner, on va dire, nos clients de manière globale. On va effectivement, dans les projets de cession, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Notre idée, c'est bien de dire on va s'y prendre bien en amont, avant la cession, de réfléchir avec les cédants de leurs projets, mais sous toutes ces visions, on va dire, on ne va pas s'arrêter à la fiscalité, parce que c'est souvent la première question qu'on vient nous poser en nous disant c'est bien, je vais transmettre, mais ça va me coûter combien je veux savoir un petit peu ce qui va me rester. Donc voilà, on va, du coup, dans notre approche, leur faire prendre du recul, les faire réfléchir, se poser, réfléchir à ce qu'ils souhaitent, faire aussi réfléchir les repreneurs s'ils ont été identifiés, ce que disait effectivement notre chercheur qui est là aujourd'hui, les faire réfléchir pour que chacun se pose. Faire réfléchir aussi les cédants à ce qu'ils envisagent après leur cession, parce que ça, c'est souvent aussi oublié. En fait, ils sont pressés de vendre, mais c'est quand même un outil. Ils ont été parfois 40 ans à le construire et d'arrêter brutalement pour certains quand c'est pas préparé. Donc, il y a tout ce cheminement-là qu'on va essayer de leur apporter, tout en disant que on n'est pas les décisionnaires, on est là vraiment pour les accompagner et leur poser les réflexions pour qu'ils avancent et qu'ils cheminent. Mais dans un cabinet d'expertise comptable, il y a des experts comptables et des comptables. Comment vous pouvez conseiller globalement? Quelles sont les compétences que vous avez en plus dans votre cabinet pour avoir une vision globale de l'entreprise agricole? Alors ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a les comptables, les experts comptables. Alors, les experts comptables, il faut savoir que effectivement, c'est un cheminement de 8 ans d'études où on a une formation d'accompagnement à la fois sur la fiscalité, le juridique, le droit social. Alors, on ne dit pas comme je dis, on ne sait pas tout, mais on a cette approche entreprise et cette possibilité effectivement d'accompagner de façon stratégique, de manière globale.
Quand un chef d'entreprise, homme ou femme, vient vous voir en disant qu'il a un projet de cession, quelles sont les premières questions qu'il se pose ou qu'il vous pose? Parce que vous avez dit, on essaye de les inciter à réfléchir un peu à l'avance, mais eux, quelles sont les questions qui se posent spontanément, au-delà de la fiscalité pure? Alors, souvent la première question, c'est qu'est-ce que je dois faire et comment je dois faire, qui je dois aller voir pour, voilà, je veux arrêter, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Et donc, ça va être à nous, effectivement, de leur expliquer ce qui existe, ce qui peut être fait, de reposer avec eux voilà, tout ce qu'ils souhaitent. Mais ça ne va pas se faire en un seul rendez-vous. Enfin, voilà, là, on va être... Enfin, quand je dis c'est un cheminement long, c'est vraiment... voilà, il y a vraiment tout un cheminement de réflexion qui va être fait avec eux, quoi. Donc, souvent, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Enfin, c'est souvent ça. Après, il y a la question de la fiscalité qui revient très vite. Mais vous me disiez qu'il y avait aussi des questions sociales, des questions un peu psychologiques qui se posaient aussi. Vous les abordez, ces questions-là? Oui, tout à fait. Transmettre une entreprise, c'est aussi transmettre une histoire familiale quelquefois, un peu de patrimoine immatériel. Effectivement, il y a souvent une histoire profonde. Et en fait, les cédants, voilà, ils ont construit. On arrive sur les générations qui ont tout vu évoluer. Hein. Enfin voilà, ils ont fait grandir leur exploitation. Et c'est leur bébé, hein, comme je le dis souvent. Donc, à nous, effectivement, d'être habiles avec les exploitants, puisque chacun va avoir une façon en fait, d'appréhender la cession de l'exploitation. Certains voilà, sont prêts et voilà, il n'y a pas de souci. Et d'autres sont encore dans la réticence de transmettre. Et je dis souvent j'aime bien cette idée-là, cette image-là. Il y a la courbe de la cession et qu'on voit souvent chez les cédants où j'ai vu parfois des exploitants, comment dire, voilà, des grands gaillards, on va dire ça comme ça, qui sont contents de transmettre. Ils viennent me voir. Sandrine, ça y est, j'ai trouvé un repreneur. Ça y est, faut que je transmette. Donc, j'appelle ça la phase voilà, d'enthousiasme. Voilà, ils sont très contents. Ça y est, ils ont trouvé quelqu'un et tout ça. Et puis, on avance comment dire, avec eux dans l'accompagnement. Et puis, ils se rendent compte que, bah oui, mais en fait, je suis en train de vendre et puis, en fait, je vais plus rien avoir et je me retrouve un peu dans le vide et on arrive dans la fragilité où parfois il y a des moments de pleurs vraiment, voilà, où c'est à nous d'être là aussi dans l'écoute. Il y a vraiment une écoute profonde qui est faite avec eux. Et puis voilà, après il y a l'acceptation, la phase d'acceptation et la phase de transmission. Donc finalement, il faut des compétences d'expertise comptable, des compétences d'agronome et des compétences de psychologue dans votre cabinet. Alors attention, agronome, je laisse les techniciens sur ce terrain. Monsieur Philippe Janot nous disait que souvent, en fait, on parle de projet. C'est-à-dire que le vendeur, le cédant, il a un objectif, c'est de céder son entreprise agricole, mais en face de lui, il a comme acheteur, si je peux utiliser ce terme-là, des porteurs de projets qui ne sont pas forcément dans le même projet que le projet qui était celui du cédant. Exactement. Et quelquefois, le cédant, il accepte de baisser sa valeur si ça va dans le projet qui est le sien. Il accepte de dire non, je garde ma valeur élevée parce que je ne veux pas ce projet-là. Comment ce conflit de projets s'effectue entre le vendeur et l'acheteur, le cédant et l'installeur? Alors déjà, je dis souvent, il y a deux profils de cédants. Il y a le profil de celui qui veut vendre à tout prix, enfin clairement, peu importe qui ça sera en face et qu'est-ce qu'il va faire de l'outil, de son outil qu'il a construit. Et puis il y a celui qui veut effectivement transmettre. Et là, il y a toute la partie humaine, toute la partie voilà, échange qui va se faire. Et j'aime bien aussi cette expression dans l'accompagnement qu'on va faire. Alors, on va essayer de jongler, pour répondre à votre question, on va essayer de jongler effectivement entre le repreneur, ses envies. Et c'est pour ça que je disais, faut écouter le cédant, c'est très important. Il faut écouter aussi le repreneur, puisque lui, il va avoir ses envies, il va effectivement pas avoir du tout la même vision. Parfois, il faut réussir à jongler pour faire parfois accepter le cédant de faire des concessions sur certaines choses. Voilà. Mais c'est notre rôle, en fait. On est là
pour les faire mûrir, les faire réfléchir, voir que ça convienne à chacun, parce que c'est ça la réussite d'une transmission, il faut que ça convienne à chacun. Moi, je dis toujours qu'une transmission réussie, c'est quand le cédant retourne dans la ferme pour donner un coup de main, et je trouve ça vraiment chouette. Et j'ai perdu le fil j'ai perdu le fil. Mais donc voilà. Bon, Ça va revenir. Ça va revenir. Mais alors justement, vous pouvez nous donner des exemples concrets de transmission, de cessions qui se sont bien passées et quelles étaient les conditions de la réussite d'une cession d'entreprise agricole? Des exemples là où ça a vraiment réussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, quand on disait que l'expert comptable, c'est un peu le chef d'orchestre et qu'il accompagne avec une vision globale. On est indépendant, je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas tout, il faut le reconnaître. Et ce qui est important, je pense, effectivement, nous, dans notre métier, c'est de travailler à faire un travail de pluridisciplinaire, c'est-à-dire de ne pas hésiter à aller travailler, et c'est hyper important, avec plusieurs têtes. Je trouve qu'on fait un super travail avec les notaires, avec les experts fonciers. On va entendre tout à l'heure Monsieur Favreau, Favreau, excusez-moi, avec les banquiers. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette ouverture. Pour les cédants, ça les rassure en plus. Pour avoir effectivement travaillé avec tous les corps de métiers qui sont importants et qui touchent, en fait, on fait du bon travail, à mon sens. Donc, il faut arrêter. J'entends encore des conseils qui veulent tout faire à tout prix, et puis parce qu'ils sont les meilleurs. Je grossis les traits, mais non, ayons cet esprit d'ouverture, et le client sera encore plus content qu'on ait mis tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes qui peuvent être importantes, puisqu'avec plusieurs têtes, et je le répète, on fait un super travail. Et aussi, plus on anticipe, plus on a le temps effectivement d'échanger avec les autres parties prenantes, et plus ça rassure le client, quoi. Et ça, c'est un point important, j'insiste. Le côté humain dans la transmission, c'est quelque chose d'important. Très bien, merci. Mais quand, en finale, vous dites que vous êtes expert comptable, mais vous êtes aussi fille d'agriculteur, sœur d'agriculteur, ça facilite les dossiers ou vous ne l'avouez pas? Bon, j'en parle pas. Je dis qu'effectivement, je suis issue du monde agricole. Ça facilite, puisque effectivement, je sais ce qui se passe sur le terrain. J'échange beaucoup. Je vais régulièrement, effectivement, sur l'exploitation, puisque on sait d'où on vient, et donc on aime bien retourner sur nos terres. Et puis on parle le même langage avec les cédants, avec les Donc c'est important, c'est intéressant. Merci beaucoup. Merci. Guillaume, alors maintenant, Guillaume est expert foncier agricole. C'est ça. Il est associé dans une SCP Optime. Il est expert auprès de la Cour d'appel de Toulouse en économie et gestion agricole et fonds agricoles. Optime regroupe un réseau de compétences pluridisciplinaires spécialisées dans le conseil aux entreprises du secteur agricole et agroalimentaire. Et il est entouré d'une équipe, là aussi, pluridisciplinaire. Oui. Alors, Guillaume, on a vu que l'ADN du réseau Agir Agri, c'est l'expertise comptable. Et vous, c'est laquelle? Alors, je vais me présenter, vous avez déjà bien présenté. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis expert foncier agricole du cabinet Optime à côté de Toulouse. On est basé... Je ne sais pas ce qui se passe à Toulouse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Toulousains. Et notre activité... Donc, le cabinet a été fondé en 1989 par mon associé qui a la double compétence à la fois économique et droit des affaires. Et quand j'ai intégré le cabinet il y a 20 ans, il m'a dit si tu veux faire ce métier, il va falloir que tu fasses du droit, puisque moi j'avais fait l'école d'ingénieur de Purpan, donc l'aspect économique, après avoir fait un BTS agricole, BTS Axe. Et donc avec... cette approche qui est à la fois l'économie et le droit. Donc, notre activité, on est indépendant. On est essentiellement à accompagner les agriculteurs dans la gestion, ou les dirigeants d'entreprises agricoles, dans la gestion de leur entreprise. Et étant indépendant, on est venu surtout nous voir au début du cabinet pour des cas complexes et notamment d'accompagnement en conseil de crise. Ce qui fait que dans les années 90 et 2000,
on a accompagné de nombreuses entreprises agricoles dans le redressement, le retournement de leur situation. Pourquoi je fais cette petite introduction ? Parce que ça nous amène aujourd'hui, et depuis une dizaine, quinzaine d'années, à être sollicités notamment par ces entreprises qu'on avait redressées il y a 15, 20, 25 ans. Des entreprises, on a réussi à les redresser et on a eu beaucoup de sollicitations ces dernières années pour les accompagner dans la transmission et dans la cession. Et donc, avec cet accompagnement global, on a toujours travaillé, nous, au niveau du cabinet, sur la valeur économique de l'entreprise agricole. Et on a donc fait pas mal de travaux sur la valeur des incorporels. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et ça nous a amené à avoir une demande de la part du think tank Agridé. Et on a donc rédigé une note vers une nouvelle évaluation de l'entreprise agricole où on parle de tous ces aspects évaluation dans le cadre de la cession d'entreprise agricole. Et je me permets de rajouter que Agridé a un stand aussi à Pro et qu'il pouvait y retrouver son président qui est passé, son directeur, bref, toute l'équipe de Agridé est là, avec quelques administrateurs présents, dont Hervé, dont on parlera, et votre humble serviteur. Et donc, dans ce cadre de travail sur les valeurs incorporelles, dans notre approche, il y a différentes méthodes d'évaluation qui existent dans l'évaluation de l'entreprise agricole. Tout le monde connaît la méthode patrimoniale, les valeurs économiques et la valorisation économique, et notamment le syndicat d'experts fonciers agricoles auquel nous appartenons a mis en place il y a une trentaine d'années une méthode qui s'appelle la VEA pour prendre en compte les spécificités de l'entreprise agricole. Et fort de tout cette, on va dire, de cette expérience, on a travaillé sur cette valeur économique de l'entreprise agricole. Et dans le cadre de la transmission, on va travailler à partir de cette analyse globale de l'entreprise agricole, on va travailler sur les atouts de l'entreprise, mais aussi, on parle de valeurs cachées. Ça peut être des valeurs cachées positives, mais ça peut être aussi des valeurs cachées négatives. Et tout le travail, et ça rejoint ce qu'a dit Madame Collet, c'est de préparer et de travailler en amont sa cession. Et avec ces outils de diagnostic et d'évaluation, on va pouvoir travailler sur ce qui fait la valeur de mon entreprise, ce qui éventuellement va être un frein à la transmission. Et à partir de ce travail-là, on va préparer la cession et la transmission. Sachant que, je compléterai ce qui a été dit, c'est que chaque cas est un cas. Chaque entreprise agricole a ses spécificités, que ce soit en organisation, que ce soit même en prise de décision. Et on le disait tout à l'heure, et moi j'ai des cas où le décideur, on va dire, le décideur juridique, ou en tout cas celui qui a normalement la décision sur le papier, c'est pas toujours le décideur. Donc notre approche va être de bien comprendre le fonctionnement de l'entreprise pour pouvoir justement identifier où se passe la décision et comment on va pouvoir faciliter la transmission. Mais comment approchez-vous les agriculteurs concernés? Vous faites une étude de marché, vous allez les solliciter, vous faites de la publicité pour faire en sorte qu'on puisse vous solliciter pour du conseil ou pas? Alors, je pense que 99,9% de nos clients, c'est du bouche à oreille. Et comme vous l'avez dit, le travail en pluridisciplinarité, c'est-à-dire que dans les dossiers, on va intervenir avec l'expert comptable, avec le notaire, avec l'avocat. On va intervenir de manière commune et conjointe. Et donc, entre les agriculteurs qui parlent entre eux et le réseau de pluridisciplinarité, les gens viennent vers nous comme ça. Je vais vous citer un exemple. On a un expert comptable qui nous a contactés, qui nous avait vu intervenir dans une conférence. Donc, celui-ci fait partie des 0,01%. Et qui nous a dit, voilà, moi je suis expert comptable depuis 30 ans de cette entreprise. Il avait 50 ans, cet expert comptable. Son père avait été expert comptable du père des agriculteurs. Les agriculteurs avaient 50 ans.
Il dit, je les connais trop bien et j'ai besoin d'un œil extérieur. Et avec cet expert comptable, on a travaillé main dans la main. Nous, on a apporté cet œil extérieur d'analyse, d'audit, de comprendre comment fonctionnait l'entreprise avec un œil neuf pour pouvoir préparer la transmission. Et là, en l'occurrence, c'était une reprise d'entreprise. Donc, parfois, on est côté vendeur, parfois, on est côté acheteur. Et lorsqu'on est côté reprise d'entreprise, on va travailler aussi sur l'organisation de la reprise. Et ça rejoint ce que vous avez dit. Il y a tout un travail sur les aspects juridiques, fiscalité. Et notamment, dans ce cas-là, on a travaillé sur une reprise de fonds agricoles avec bail cessible, reprise de bail cessible. On pourra en parler plus précisément tout à l'heure, pour ceux qui le souhaitent. Alors justement, Sandrine Collet parlait de l'importance de l'anticipation de la réflexion. Concrètement, dans les faits, à quel moment du processus envisagé pour céder une entreprise agricole vous êtes sollicité? Est-ce que c'est souvent ou plus fréquemment tardivement, ou est-ce que c'est parfois avec une certaine anticipation? Ça dépend. Ça dépend. Est-ce que ça évolue? Est-ce que cette prise de conscience de la nécessité de réfléchir à l'avance se diffuse? Oui, parce que alors, on va dire les agriculteurs qu'on accompagne pour d'autres choses, ils ont plus facilement ce réflexe de venir chercher du conseil par rapport à de la transmission. Ils savent ce qu'on fait aussi. Et je pense quand même qu'il y a de plus en plus de conférences. Enfin, ça fait longtemps qu'on parle transmettre, il faut anticiper. Parce que le risque, c'est si on n'anticipe rien, le jour où on veut transmettre ou le jour où on décède, parce que ça aussi, c'est un point, parfois, on retrouve des exploitations agricoles qui se retrouvent à passer de valeur 1 million à valeur 0. Du fait du décès de l'agriculteur, si lui-même était un exemple, seul titulaire du bail rural, en son nom, il n'avait pas de fils ou de filles ou de personnes dans son entourage familial qui avaient coexploité. Le risque, sauf si le bailleur est sympa, le risque, c'est que la valeur de mon entreprise, elle passe économiquement, de beaucoup à 0. Donc, il y a toute cette phase d'anticipation. Et je pense qu'avec l'information qu'il peut y avoir et les conférences, comme aujourd'hui, il y a de plus en plus de prise de conscience de s'y prendre le plus tôt possible et l'intérêt de s'y prendre le plus tôt possible. Et parfois, on a des agriculteurs qui veulent vendre, mais en fait, on fait le point, on fait l'analyse et on se rend compte que vendre aujourd'hui, c'est une bêtise parce qu'on n'est pas organisé pour. Je citais l'exemple du bail rural au nom, ça peut être d'autres choses, mais ça en l'occurrence. Et on dit, prenons le temps de travailler à organiser notre entreprise juridiquement et puis économiquement, aussi parfois par rapport aux aspects salariés, puisque ça aussi, on n'en a pas parlé, mais ça joue aussi. On peut avoir des entreprises qui se retrouvent en difficulté, elles tournent bien, mais elles ont des problèmes de salariés. Et donc tout ça fait qu'on va devoir vraiment travailler. Et parfois, alors qu'on pensait céder cette année-là, il va falloir céder dans 2-3 ans, le temps d'organiser tout ça. Là aussi, la même question qu'à Mme Collet, la valeur agronomique, les valeurs immatérielles, la valeur des contrats, voire la valeur des marques. Certaines entreprises agricoles, maintenant, ont développé de la vente directe. Et tout ça, c'est des éléments de fonds de commerce, j'ose dire, qui sont associés à la valeur de l'entreprise. Comment c'est pris en compte, tout ça? Justement, ça fait partie de nos travaux spécifiquement. Et en fait, une entreprise agricole qui va avoir une clientèle, depuis 2001, la clientèle civile, puisque l'activité agricole est civile, la clientèle civile peut être cédée. Mais sauf qu'une entreprise agricole qui fait de la vente directe, vendre sa clientèle de manière isolée, il n'y a personne qui va l'acheter. Elle peut avoir un label, elle peut avoir un savoir-faire, elle va avoir l'ensemble de ses immatériels. On va citer mais il y en a beaucoup. On travaille sur tout l'ensemble des immatériels. Et là, on a un outil qui existe, qui s'appelle le fonds agricole, qui permet de réunir l'ensemble d'éléments à la fois matériels et immatériels et de les valoriser économiquement parce qu'ensemble, ils ont une valeur plus importante que prise isolément.
Et ce fonds agricole, c'est un outil qui existe depuis la loi d'orientation agricole de 2006, qui avait été créé en même temps que le bail cessible et qui peut être un outil très important à la fois juridique, de valorisation économique de l'activité, mais aussi fiscal, puisque, là je parle sous le contrôle de l'expert comptable, la cession des fonds agricoles jusqu'au 1er janvier 2026 ou jusqu'au 31/12/2025, la survalorisation peut être amortie. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un dossier où en fait le vendeur voulait céder ses parts sociales. Et finalement, il n'y avait pas intérêt fiscalement, et ça rejoint aussi ce que vous disiez, il y a tout le travail sur le projet. Je suis passé rapidement là-dessus, mais il y a un gros travail sur le projet. Et en fait, on a changé de façon de faire avec l'expert comptable et le notaire dans le dossier. On est passé d'une cession de parts sociales, en fait, à une cession. On a créé un bail cessible. Tout ça a pris du temps. Hein. Ça s'est mis en place sur plusieurs mois, voire 1 an et demi au final. Parce qu'il y a aussi la loi Saint-Pastus, on n'en a pas parlé, mais qui se rajoute. Et donc, on a pu... En fait, la cession, elle s'est passée par une cession de fonds agricoles et de droit au bail cessible. Et on a cédé l'ensemble de l'activité comme ça, avec l'intérêt fiscal. Et on a travaillé conjointement avec l'expert comptable du vendeur et l'expert comptable de l'acheteur pour que tout le monde y trouve son compte. Mais alors, justement, on parle d'une valeur d'une entreprise agricole, de cession d'une entreprise. Mais pour qu'il y ait cession, il faut qu'il y ait aussi acquisition. Oui. Et donc, un vendeur et un acheteur, ou pour utiliser ce terme un peu commercial. Mais finalement, ça fait l'objet de négociations. Au final, il y a une discussion. Et vous participez aux négociations de ces acheteurs et vendeurs? Mais quand on se retrouve de côté de l'un ou de l'autre, bien sûr, on va aller à donner des arguments de négociation. Mais comme vous le dites, au final, la transaction, c'est bateau, mais c'est l'accord entre un vendeur et un acheteur. J'ai un exemple qui est récemment, on a un jeune agriculteur qui est venu nous voir pour racheter une entreprise. Il connaît bien cette entreprise et le vendeur, en fait, attendait une valorisation X par hectare. Vous avez fait travailler le cabinet Agri et c'était top, c'était bien valorisé. Alors là, c'était bien valorisé. Sauf que nous, on a travaillé côté repreneur sur cette fameuse valeur de reprenabilité. Et donc là, on change de dimension, on est côté acheteur. Bon, j'ai une rentabilité économique, j'ai un projet, donc je travaille sur le projet. Mais au final, quand je vais voir la banque pour me prêter, si j'ai quelque chose qui ne tient pas la route, et ça, la banque, et deux, le jeune agriculteur, il me dit, moi, dans 3 ans, je ne veux pas me retrouver à ne pas pouvoir rembourser mes emprunts. Donc, on va travailler sur cette valeur de reprenabilité. Et après, il y a une discussion avec le vendeur. Et c'est pour ça qu'il y a ce travail qui est quand même... On n'est pas en opposition toujours vendeur-acheteur. Il y a un travail avec l'expert comptable du vendeur pour voir aussi comment on peut trouver des moyens pour que tout le monde y trouve son compte. Et je finirai aussi sur ce point-là par le fait qu'il y a aussi parfois dans la cession des possibilités de souplesse, notamment avec les cessions de sociétés et un accompagnement, ça a été évoqué, un accompagnement du vendeur qui va accompagner l'acheteur. Donc, on est quand même toujours sur des projets et le tout, c'est de travailler sur ces projets et on n'est pas forcément en opposition. Enfin, moi, j'ai jamais vu vraiment une opposition entre l'acheteur, le vendeur. Et non, c'est toujours en fait un tandem, l'acheteur et le vendeur. Merci. Mais alors maintenant, j'ai une question à vous, Madame Collet, Monsieur Jeannot. Pour des praticiens du terrain, une étude comme Farvalio, c'est utile ou c'est pas utile? Ça sert ou ça sert pas? Déjà, c'est intéressant parce qu'on n'a pas connaissance de tout ce qu'il nous a dit. Donc voilà, il faut vraiment lire aussi à pro pour savoir. Et je trouve ça dommage qu'il n'y a personne, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens du ministère qui sont présents ou pas, mais je trouve ça dommage. On les a invités. De faire travailler des chercheurs sur des thèmes extrêmement riches qui nous permettent d'avoir une vision sur le long terme, de la stratégie, de ce qui va se profiler et puis qui nous amène effectivement même nous dans l'accompagnement au quotidien.
d'avoir aussi, nous, c'est important qu'on ait toutes ces informations-là, de voir le contexte, de voir comment voilà, vers quoi on se dirige. Donc, non, il faut taper du poing et faire comme les youtubeurs, peut-être les chercheurs, falloir ouvrir votre chaîne. Moi, je plaisante, hein, mais c'est hyper intéressant et enrichissant. Voilà, à mon sens, c'est important qu'on ait connaissance de tout ça.